Pour cette première table ronde, l'Institut et l'Ordre, vous avez décidé conjointement de faire une table ronde qui s'appelle Territorialisation et démocratie sanitaire. Vous avez cherché à avoir des acteurs de proximité pour aborder justement la question clé de l'accès à l'offre de soins et le renforcement de la démocratie sanitaire. L'égalité en fait de tous face aux soins. Aujourd'hui, ce parti pris, il a vocation vraiment à rappeler qu'à l'aube d'une échéance politique particulièrement importante, c'est un des sujets clés de notre système de santé. Alors, nous allons accueillir en premier, au niveau de la table ronde, je fais un petit rappel méthodologique, pardonnez-moi. Donc, j'appellerai à chaque fois un intervenant, je le présenterai, et il pourra ensuite faire sa prise de parole, et nous poserons les questions juste après. Et pour petit rappel sanitaire aussi important, la personne qui parle peut enlever son masque et les autres personnes gardent le masque. C'est normal au niveau du contexte. Donc, en premier, nous avons Madame Françoise Janson. Merci à vous de nous rejoindre à distance. Vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la santé et de la Silver Economy. Vous êtes élue référente à la commission santé, formation sanitaire et sociale de l'association Région de France présidée par Carole Delga. Madame la vice-présidente, la crise sanitaire a montré le rôle important et le rôle déterminant aussi des régions comme acteurs clés de la proximité. En juin dernier, les régions de France a ainsi émis le souhait que les conseils régionaux puissent disposer d'un pouvoir décisionnel renforcé au niveau de la santé. Alors en fait, la question que je vais vous poser est extrêmement simple, c'est quel bilan tirez-vous de la crise sanitaire et quelles sont vos attentes et vos propositions pour renforcer l'accès aux soins pour tous dans les territoires? Merci beaucoup de ces questions et merci d'abord à l'Ordre des infirmières de leur invitation et de montrer que la coopération entre les régions et les infirmiers, elle continue à se faire et surtout qu'elle va plus loin que la simple formation initiale des infirmières. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais commencer quand même d'abord par souhaiter une meilleure année à tout le monde ici, puisqu'il en est encore temps, et puis dire un mot sur la pandémie qui continue. On le voit chaque jour avec des augmentations de cas considérables, même si les hôpitaux se remplissent moins, et rappeler parce que vous ne l'avez pas fait, la place essentielle des infirmiers, l'engagement, la compétence, l'adaptation qu'ont montré les infirmières et les infirmiers tout au long de cette crise et qui continuent à montrer. Et je pense que voilà, je souhaitais rendre hommage aussi à ces professionnels. Vous n'avez pas dit que je suis médecin par ailleurs dans le médico-social et qu'en travaillant au quotidien avec vous, on voit ces compétences et cet engagement qui sortent de l'ordinaire et quelquefois on comprend votre épuisement. Alors, sur la question que vous m'avez posée, les régions et la crise. Effectivement, je pense que pour les régions, ça a été, pour beaucoup de régions, certaines étaient déjà très engagées dans la question de la santé, mais pour beaucoup de régions aussi, ça a été une découverte, effectivement, de ce qu'était la santé dans toute sa globalité. Alors, elles ont montré, effectivement, leur capacité de réactivité, le travail qui a été fait immédiatement sur les achats de pays, la distribution de matériel, la fabrication aussi de matériel à un moment où, tout le monde s'en souvient, on manquait de tout au début de la crise en 2020, l'aide au transfert sanitaire, les installations, l'aide à l'installation et la gestion des centres de vaccination. Mais je crois que le rôle des régions aussi, il a été de prendre conscience justement de leur importance dans cette crise et dans le fait de savoir travailler avec l'ensemble des autres collectivités. Je vois dans ma propre région en Nouvelle-Aquitaine, chaque semaine, il y avait 1 à 2 réunions organisées par la région avec l'ensemble des départements, des présidents de départements, avec les EPCI pour voir où on en était. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble? Est-ce qu'il fallait recommander des EPCI? Est-ce qu'il y avait des choses à créer? En sortie de crise, comment est-ce qu'on a préparé ensemble à partir des quelques éléments qu'on avait, les sorties de crise, les protocoles dans les lycées? Comment est-ce qu'on partageait ensemble la façon dont on s'occupait des salariés et puis des bénéficiaires de nos différentes collectivités? Ça a été vraiment un moment de travail en partenariat, d'ailleurs, qui continue dans certains domaines à se faire. Et je pense que dans le domaine de la santé, qui est un domaine tellement vaste, ce travail en partenariat, il est vraiment essentiel. Ça a été un des points forts pour les régions, mais je voudrais rappeler que les régions
elles ont une compétence, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, une compétence très forte au niveau de la santé, c'est le financement de la formation des professionnels paramédicaux. Et ça, et en particulier pour les infirmiers, et ça rejoint notre sujet d'aujourd'hui, vous le savez, et pour ceux qui ont travaillé avec moi et avec nous ces dernières années, au cours de l'universitarisation, même récemment sur les places Ségur, combien les régions sont attachées à cette compétence et au maillage territorial des instituts de formation des soins infirmiers. On a réussi, et ce n'était pas gagné au début, à avancer sur l'universitarisation de ces formations infirmières, et on était tous attachés à permettre aux infirmières ensuite de monter dans des compétences, de partir sur des doctorats, etc., tout en gardant ce maillage territorial, d'avoir en général au moins 2 écoles d'infirmières dans le département, ce qui est la garantie aussi d'avoir des infirmières, des infirmiers sur l'ensemble des territoires. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi comment on équipe ces instituts de formation en informatique, en visio immersive, en outils de simulation parfois de très haut niveau, pour que, et je pense que ça ne se fait pas assez, pour que ces instituts de formation infirmiers, ils deviennent des lieux où l'ensemble des professionnels autour peuvent venir se ressourcer, travailler ensemble, faire de la simulation pour se former tout au long de leur métier et de leur exercice. Et vraiment, je crois que nous les voyons comme ça, ces instituts de formation, ils doivent être, comme les instituts de formation d'aide-soignante, ils doivent être des lieux non seulement d'excellente qualité de formation, des petites universités finalement, puisque ce sont des étudiants qui y sont, mais aussi des lieux qui peuvent servir à l'ensemble des territoires. Et dans cette crise, et pour continuer sur cette question de la formation qui nous est chère, c'est aussi que dans la crise actuelle du nombre de personnels infirmières et infirmiers dans les hôpitaux et dans le médico-social, toutes les régions travaillent avec les ordres, avec les ARS, avec les hôpitaux, pour essayer de comprendre cette crise, pour essayer de la résoudre, de trouver les innovations et ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour résoudre ce problème de déficit de professionnels. Alors, c'est aussi le rôle sur cette question territoriale, c'est aussi le rôle qu'on a au-delà des IFSI sur la répartition des maisons de santé et l'appui aux maisons de santé et aux centres de santé sur l'ensemble des territoires. Vous savez, il y a un certain nombre de régions qui se lancent, comme quelques départements, même dans la création de centres de santé. En tout cas, la question des équipes pluridisciplinaires, médecins, kinés, infirmières, aides-soignantes aussi, avec des SIAD, dentistes, ça, c'est au cœur des politiques régionales, territoriales depuis longtemps. Donc ça, c'est la place des régions, je dirais, dans l'accès aux soins et puis dans la formation. Mais là où les régions souhaitent et peuvent prendre une place beaucoup plus importante, et c'est à ce titre d'ailleurs qu'elles réclament d'avoir la coprésidence des agences régionales de santé et d'avoir une implication plus forte aussi des collectivités dans des agences régionales de santé qui seraient pilotées par des conseils d'administration et pas seulement par des conseils de surveillance. C'est la question de la prévention. Je vois que Laurent Chambaud est là, j'espère qu'il ne me contredira pas. La prévention, cet éternel grand oublié de la santé, quand on voit les compétences des régions, chef de file sur l'aménagement du territoire, donc sur l'organisation des recours sur les territoires, mais aussi sur l'ensemble de l'organisation du territoire, plus des mobilités. La position et la mission très forte des régions sur la transition écologique, avec la participation aux plans régionaux santé-environnement, leurs compétences sur le développement économique, sur l'appui aux entreprises. Donc, qui dit appui aux entreprises, c'est aussi conditionnalité des aides en fonction, par exemple, de l'impact écologique des entreprises. L'investissement très fort des régions dans les questions de recherche, y compris de recherche sur les domaines de l'eau, des polluants et de l'impact sur la santé. Les rôles de formation, on l'a dit dans les formations sanitaires et sociales, mais aussi sur la formation continue. Et on sait bien combien la formation et l'éducation sont des
des déterminants importants des questions de santé. Le rôle des régions dans l'agriculture. Je vois dans notre région, nous avons un grand plan sur la viticulture qui s'appelle Vitirêve, qui est comment est-ce qu'on passe à une agriculture qui est respectueuse de l'environnement et de la santé des gens qui habitent autour et de ceux et de ceux qui mangent finalement et qui mangent les produits de l'agriculture. C'est aussi la compétence sur le sport, l'activité physique. Vous voyez que la région détient dans ses mains un grand nombre de déterminants de santé, ou en tout cas de leviers qui impactent sur la question de la santé. C'est pour ça qu'aussi un grand nombre de régions, d'abord, vont beaucoup s'engager quand ce n'est pas déjà fait comme nous sur les plans régionaux santé-environnement, mais aussi dans des réflexions sur leur impact global sur la santé. Et je pense qu'à ce titre-là, les régions peuvent, les régions veulent, mais les régions doivent aussi s'engager beaucoup plus résolument sur cette prévention très primaire de la santé. Nous sommes en train de préparer dans la région un grand plan avec l'objectif que dans 6 ans, chaque jeune lycéen de la région fera avec plaisir 1 heure d'activité physique par jour, toute la semaine. Je pense que si on arrive à faire ça avec l'ensemble des partenaires sur le territoire régional, on aura sauvé beaucoup plus de vies dans l'avenir qu'en allant financer quelquefois des scanners. J'exagère peut-être un peu, mais de dire que les régions peuvent avoir cet impact-là. Et c'est pour ça qu'il me semble que dans la transformation du système de santé, je parle beaucoup des régions, mais il va en être autant sur les départements. Les mairies aussi, on le voit, ont un impact très fort. La façon dont sont aménagées les communes, la façon dont on va pouvoir marcher au lieu de prendre sa voiture dans une ville, etc. Tout ça a un impact très fort. Et c'est pour ça que la place des collectivités locales dans la transformation du système de santé est, à mon avis, très important. Il faut sortir du tout Paris, je veux dire que tout vienne du ministère de la Santé. Et sur un certain nombre de sujets, nous ne prétendons pas être capable de dire aux chirurgiens comment ils doivent opérer. Je pense que les soins, c'est quelque chose qui doit continuer à appartenir à être centralisé, à être travaillé avec la qualité que l'on connaît. Mais sur toute la question de la santé publique, les collectivités ont une place majeure à prendre. Elles doivent s'y former et je pense qu'on doit avancer sur ce sujet-là et sur leur place dans la santé publique pour la prévention et pour une meilleure santé de tous les habitants de nos territoires. Merci infiniment pour votre intervention. Alors, je sais que votre agenda est contraint, donc je vous poserai juste une petite question. Ce que vous nous avez dit est d'une logique implacable. Comment peut-on faire demain pour justement avancer là-dessus? Et quels sont les blocages, en fait? Parce que c'est extrêmement logique. On sent que l'impact sur la santé pour les citoyens serait grande. Donc, comment peut-on faire? Il me semble qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a des choses qu'on a demandées dans la loi 3DS, et en particulier que les régions soient beaucoup plus investies, j'ai dit, dans la présidence, dans le pilotage des agences régionales de santé, pour avoir un impact et pour avoir un partenariat beaucoup plus fort. Vous savez, quelquefois, les agences régionales de santé et les régions se parlent, c'était une question de personne. Il n'y a pas de travail, je dirais, obligatoire entre eux. Il se fait de plus en plus. Nous avions demandé aussi qu'au niveau des ARS, les commissions de coordination des politiques publiques intègrent non seulement la question de la prévention, mais aussi la question de l'aménagement du territoire en santé. Et c'est CCCP, ce nom horrible, qui réunissent en fait l'ARS et puis les collectivités, devraient avoir beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de poids. Alors on va me dire, bon, pour l'instant, vous n'y allez pas beaucoup, mais vous savez bien comment c'est quand un lieu ou un collectif n'a pas de pouvoir, il n'est pas tellement utilisé. Donc, je pense que c'est aussi par ce dialogue sur le territoire et puis, bien sûr, au fur et à mesure, par la formation des collectivités sur ces sujets-là et puis sur la formation des élus sur ces questions de santé, sur ces questions d'impact, qu'il faut passer pour avancer sur cette participation bien plus importante des collectivités.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Nous vous souhaitons une bonne journée et vous remercions encore. Merci beaucoup à vous. Monsieur Christophe Bouillon, vous êtes maire de Barentin, président de l'Association des Petites Villes de France depuis 2018, association qui regroupe 1500 collectivités de 2500 à 25 000 habitants. Et il est important de le rappeler, c'est 40% de la population française. Je tenais aussi à rappeler que vous avez été, lors du début de cette crise, une des premières instances politiques et une des premières personnes politiques à avoir souhaité rencontrer l'ordre infirmier pour avoir notre retour, et nous vous en remercions. Donc aujourd'hui, vous avez contribué par vos écrits, plusieurs contributions sur trouver des solutions face à la crise, évoluer le rôle de ces petites villes. On sent évidemment que sur 40% de la population, votre avis est déterminant dans le débat présidentiel qui va arriver. Alors je vais vous poser une question. Quel regard portez-vous sur l'enjeu de la territorialisation de l'offre de soins et quelles sont vos propositions en la matière? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et aussi pour votre initiative avec l'Institut Droit et Santé, parce que je trouve que ce colloque tombe bien. Comme vous, l'Association des Petites Villes de France a signé la tribune parue dimanche dans le JDD, qui souhaite que la question de la santé n'échappe pas au radar des présidentielles, parce que nous avons la conviction, et je crois que nous la partageons, que la santé est la clé de voûte de la cohésion sociale, et donc la clé de voûte aussi du bien vivre ensemble. Le point de vue que je vais développer, le point de vue d'une association de collectivités qui fédère plusieurs milliers de villes en France, réparties un peu partout. Il y a 26 millions d'habitants qui vivent dans nos collectivités, et c'est là où se joue sans doute, parfois avec beaucoup plus d'acuité, la question de l'offre de soins. Nous vivons depuis plusieurs années maintenant des enjeux aussi sensibles que celui, par exemple, de la désertification médicale, j'y viendrai, mais aussi du vieillissement de la population qui entraîne aussi, bien évidemment, un regard un peu différent et une attention plus forte des habitants vis-à-vis de leurs élus sur la question de l'offre de soins. Je voudrais commencer par soulever finalement trois paradoxes. Le premier, c'est que dans le Code de la santé publique, il y a un chapitre territorialisation de la politique de santé, mais aucun mot sur les collectivités territoriales, sur les collectivités locales. Deuxième paradoxe, et ça a été dit avant moi par Madame la vice-présidente, pendant cette crise sanitaire, qui dure encore, on voit le rôle formidable que jouent les collectivités locales, souvent pour assurer ce que j'appellerais le dernier kilomètre, c'est-à-dire le soutien et la participation de nos collectivités, notamment dans la stratégie vaccinale. S'il y a en France un maillage de centres de vaccination, c'est parce que les collectivités ont souvent mis à disposition des moyens humains et des moyens matériels, par exemple. Mais il y a d'autres exemples qui fleurissent, portés tant par les départements que par la région, ça a été dit, notamment en termes de soutien matériel. Et puis, troisième paradoxe, c'est qu'aux yeux de l'opinion, aux yeux des habitants de nos territoires, c'est souvent le maire qui est pour eux le décideur supposé, qui est le grand assemblier, en quelque sorte, c'est-à-dire celui qui se retrouve finalement au carrefour de différentes politiques qui ont un impact sur la question de la santé. Parce que le lien existe, on le sait, entre un certain nombre d'inégalités qui peuvent exister, en termes de logement, par exemple, en termes d'éducation, on l'a dit sur la question de la prévention, et puis la question de santé. Et souvent, c'est le maire qu'on interpelle lorsqu'il s'agit de réclamer ici plus d'infirmiers, ici des médecins, là des pharmaciens. Bref, c'est lui qui est à portée, non pas de baffe pour reprendre l'expression du président du Sénat, mais en tout cas à portée des citoyens. Et comme le thème de cette première table ronde est la question de la proximité, je crois qu'il y a quand même ce paradoxe à souligner. Alors face à cela, il y a une question finalement qui est celle de la gouvernance, c'est-à-dire comment on fait concrètement pour passer plutôt d'une politique qu'on va dire plutôt de déconcentration à une politique de décentralisation. Concrètement, lorsqu'il s'agit de territorialiser la politique de santé, la décision qui a été prise en 2009, par exemple, c'était la création des ARS. À l'époque, je pense qu'il y avait
dans la tête de l'exécutif et sans doute du Parlement l'idée qu'il fallait un seul patron. C'était l'idée de se dire, à travers l'ARS, on aura un décideur. Et c'est vrai que les pouvoirs de l'ARS sont puissants. Il détient dans sa main, je pense notamment par exemple au FIR, au Fonds d'intervention, une manne financière colossale. Il est ordonnateur souvent de plusieurs millions d'euros. Les collectivités locales aimeraient avoir cette force de frappe financière. Donc il a un rôle considérable avec par ailleurs la transformation des régions. Elles se sont agrandies. Il a un territoire plus important et par ailleurs aussi sans doute parfois des moyens humains moindres. On a vu fondre parfois comme neige au soleil les effectifs des ARS et ça pose la question notamment de la départementalisation de la politique menée par l'ARS. On a souhaité, la PVF, un changement de gouvernance. Plus d'élus dans le conseil surveillance, un basculement sans doute vers un conseil d'administration, une coprésidence avec le président de région, et je rejoins l'expression de la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai, à partir du moment où on voit le rôle que jouent les régions, et d'ailleurs nous souhaitions que la région puisse être aussi chef de file en termes de prévention, je crois que ça paraîtrait complètement naturel qu'il puisse y avoir cette co-présidence des ARS. Nous souhaitons également que le poids des collectivités locales soit pleinement représenté. On apporte une réponse par la présence de parlementaires. Beaucoup de respect pour les parlementaires, mais le rôle décisionnaire et le rôle de proximité se joue plutôt du côté des collectivités locales et on serait bien inspiré à ce qu'elles aient une participation réelle et plus forte au sein même de la gouvernance des ARS. Et puis enfin, c'est important aussi, il y a les contrats locaux de santé. Cela va dans le bon sens, parce que ça permet aux différents acteurs de travailler ensemble, d'identifier les enjeux, de mettre les moyens qui correspondent pour atteindre des objectifs qu'on a chacun considérés à partir d'un diagnostic partagé. Sauf que les contrats locaux de santé couvrent 53% du territoire aujourd'hui. Donc nous souhaitons une accélération pour permettre à ce que cette collaboration que nous recherchons puisse se jouer. Ça, c'est sur la question de la gouvernance. Et puis il y a la question de la désertification médicale, qui est pour nous est vitale. Elle est à travers le pays, mais dans nos collectivités, et notamment pour la strate que je représente, c'est un enjeu permanent. Et on ne peut pas dire que depuis des années, nous sommes restés dans les bras croisés. Les collectivités ont beaucoup investi, à travers par exemple des maisons de santé pluridisciplinaires, à travers parfois, c'est le cas pour des départements ou des collectivités, des expériences en termes d'emploi direct de médecins parfois. C'est vrai aussi en termes de conditions d'hébergement parfois pour des internes, lorsqu'ils souhaitent pouvoir réaliser des stages dans les territoires. Bref, il y a là toute une série de mesures qui ont été portées par les collectivités, mais force est de constater que ça ne produit pas encore complètement les effets souhaités. La réalité, on la connaît, c'est que la population des territoires sous-denses, en l'espace de 4 ans, a presque doublé. C'est ça la réalité. Et il faut se l'avouer, il faut se le dire, la situation va empirer. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, ça va rester très difficile et que ce phénomène de désertification ne va pas être enrayé. Il faut avoir la vérité à la bouche parce que sinon je crois qu'on va vendre du rêve et c'est ce qui va créer sans doute des réactions dures dans nos territoires de la part des habitants. D'ailleurs, l'Ordre des médecins le dit lui-même, la disparition du numerus clausus et le remplacement par le numerus apertus produira sans doute des effets pas avant 2034. 2034. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans nos territoires d'ici là. Donc on voit qu'il faudra sans doute aller vers d'autres pistes que nous défendons au sein de la PVF, mais nous ne sommes pas les seuls et j'observe une forme parfois de consensus, ou en tout cas de bouger, qui s'observe de la part de différentes associations et même dans des associations
j'ai envie de dire, qui ne sont pas des associations de collectivités, mais d'acteurs même du secteur de la santé. J'observe d'ailleurs que nos associations sont par définition transpartisanes. Nous avons des élus de toute sensibilité et qu'il y a un consensus à la matière. J'ose à peine prononcer le mot, mais nous souhaitons sans doute qu'il y ait une régulation. Quand je suis en face d'infirmiers ou de pharmaciens, ce mot ne les choque pas. Je sais qu'il divise encore, qu'il parfois est soumis à de vives contestations, ou en tout cas réveille parfois des débats un peu vifs, mais je pense qu'il faudra quand même avancer un peu, sans doute sur la question de la régulation. Même si, encore une fois, elle n'est pas la panacée, même si à elle seule, elle ne répondra pas à l'enjeu et qu'il faut sans doute maintenir d'autres types de dispositifs qui peuvent exister, comme des aides à l'installation, comme des incitations financières, par exemple. Mais j'observe là-dessus, et lorsqu'on lit les travaux, par exemple, des organisations d'internes, ils soulignent, et cela a été aussi confirmé par un certain nombre d'études, des GAS ou autres, que la question des incitations financières n'est pas suffisante, mais qu'il y a sans doute des questions aussi d'environnement pour la pratique médicale, en termes aussi serviciels, une offre en termes de qualité de vie. On fait tous le constat aujourd'hui, et c'est bien naturel, que la demande, lorsqu'on souhaite s'installer quelque part, elle est aussi en termes, j'ai envie de dire, de services de culture, d'équipements sportifs, bref, d'un vrai environnement. C'est la raison pour laquelle on défend, en ce qui nous concerne, l'idée de territoire prioritaire de santé qui permettrait de s'intéresser à la question de l'installation aussi en apportant une offre de services à l'échelle des territoires, en termes de logement, en termes de qualité de vie, en termes de services. Je crois que c'est aussi un élément qui paraît important. Il y a aussi des propositions qui existent en termes de stages pour favoriser un regard différent qui doit être porté à nos territoires. Les petites villes de France ont un regard d'intérêt aujourd'hui, au moment même où on a vécu des périodes de confinement. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas pour des professionnels de santé, lorsqu'on voit dans les grandes régions métropolitaines ou les agglomérations des cadres s'intéresser à nos territoires. Donc on voit aujourd'hui que ce regard d'intérêt devrait aussi intéresser des professionnels de santé. Et puis il y a aussi la question, et j'insiste, des pratiques avancées. Et ça vous concerne directement, et nous sommes pour notre part très favorables à cela. On a bien vu que dans le Ségur de la santé, il y avait la création de 5000 IPA, infirmiers en pratiques avancées, sauf que à ce rythme-là, le rythme d'aujourd'hui, je crois qu'on doit être autour de 1700, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avant 2026, sans doute, pour atteindre cet objectif. Malheureusement, j'ai peur qu'on ne puisse pas attendre, parce que cela produit des effets. Mais nous souhaitons aller encore plus loin là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser sans doute à la question de la primo-prescription et aussi à la consultation directe. Je sais que ce n'est pas encore gagné, mais vous êtes un formidable réseau, 700 000 en France, dont 100 000 infirmiers libéraux, avec un maillage, vous l'avez rappelé, Sir Président, qui touche nos territoires et qui touche l'ensemble des territoires. Je pense qu'il faut, en la matière, aller un peu plus loin et un peu plus vite. Ça, c'est une réponse souhaitée par nos territoires. Et puis, je le dis aussi, il y a les pharmaciens. On le voit d'ailleurs sur la vaccination, même si certains parfois disent il y a la queue devant chez le pharmacien. Oui, sans doute, mais il y a les pharmaciens. Il y a 21 000 officines, 75 000 pharmaciens. Là aussi, il y a une régulation et il y a une présence effective dans nos territoires de ces fameuses officines de pharmaciens. Et il y a quelques années de cela, la profession, les pharmaciens, avaient cette crainte et cette peur que d'avoir dans l'avenir simplement à vendre des crèmes pour éviter de bronzer trop. L'avenir demain, c'est sans doute pour les pharmaciens cette formidable capacité de conseil et d'accompagnement, même sur la question, par exemple, de la pertinence des soins. Donc je pense que infirmiers et pharmaciens, c'est un point de vue des territoires et des petites villes de France, c'est un levier et un point d'appui formidable parce que, de fait,
c'est un maillage de nos territoires et on a là des professionnels de santé qui ont aussi évolué. Les IPA, c'est plus de formation et donc il doit y avoir à la clé aussi une meilleure reconnaissance des IPA à notre sens, mais nous souhaitons vraiment porter ce message-là. Et je terminerai mon propos, en espérant ne pas avoir été trop long, sur la question des hôpitaux de proximité. C'est un label aujourd'hui, avec un certain nombre de conditions. Pensons que sur la question du parcours des soins, sur la question des avant-postes, on a là aussi un levier essentiel à travers ces fameux hôpitaux de proximité. La labellisation n'est pas terminée, on le voit. Il y a sans doute des enjeux, notamment sur la composante médecine, par exemple. Mais, soit dit en passant, je pense qu'il y a tout intérêt, là aussi, à veiller que le maillage soit assez fin. Par définition, il faut se permettre une sorte de parcours d'un hôpital de proximité en passant un hôpital général vers le CHU et organiser les choses de la meilleure façon qui soit. Mais ça soulève aussi la question de la permanence des soins. On observe aujourd'hui que ce qui pèse du côté des urgences provient aussi sans doute du fait que l'hôpital public assume en grande partie cette permanence des soins. Et là aussi, il faut sans doute, en lien avec les collectivités locales, qu'on puisse réagir et trouver les moyens de l'améliorer. Je le dis d'autant plus que on l'a vu par exemple sur la question des centres de vaccination. Il y a eu à travers ces centres de vaccination un formidable travail qui s'est opéré entre des médecins, la médecine de ville, des cliniques et l'hôpital public et les collectivités locales. C'était même, dans certains territoires, l'amorce sans doute des futurs CPTS appelés de leur vœu et qui vont plutôt dans le bon sens. Et je pense qu'il y a eu un décloisonnement, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, cher Président, à l'occasion de cette crise. Il est vrai au niveau des territoires et donc il faut sans doute accentuer ce phénomène qu'on rencontre en période de crise. Si la crise peut servir à quelque chose, c'est sans doute là-dessus qu'elle jouera un rôle utile, je pense, à nous tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aurais deux questions pour vous. La première question, on a beaucoup d'infirmiers qui nous regardent en ce moment, des étudiants aussi, qui s'interrogent, où est-ce que demain je vais aller travailler? Pourquoi faire le choix des petites villes? C'est la clé du bonheur. Le bonheur est dans les petites villes, j'ai envie de vous dire. Concrètement, la strate que je représente, entre 2500 et 25 000 habitants, c'est non seulement 26 millions d'habitants aujourd'hui, mais tous les ans, c'est une augmentation de 1,3% en termes de population. Sachez-le, on est ici en région parisienne. Vous avez 8 cas sur 10 qui souhaitent quitter à un moment ou à un autre dans leur parcours de vie les grandes métropoles, et c'est vrai de la région parisienne. On a ce phénomène, alors attention, je me méfie toujours de l'expression qu'on a entendue, qui était l'exode urbain. D'ailleurs, je trouve que le mot exode est mal choisi. Au-delà de ça, il faut raison garder. La vérité, c'est que la majorité des Français ont toujours vécu, principalement, hors métropole et hors agglomération. Par contre, ce qu'on observe, et on a des enquêtes aujourd'hui bien documentées, c'est lorsqu'ils souhaitent s'installer ou poser leurs valises dans nos territoires, ils réclament aujourd'hui trois choses principalement. La mobilité, et là, nos territoires sont un peu pénalisés aujourd'hui. C'est sûr que quand vous êtes habitué à avoir une offre de services de transport public notamment efficiente, voire quand vous êtes, par exemple, dans les grandes agglomérations, près de 2 tiers des habitants n'ont pas de voiture. Quand vous arrivez dans nos zones périurbaines ou un peu plus rurales, vous ne pouvez pas vous passer de la voiture et les offres alternatives manquent un peu. Deuxième item, c'est la santé aussi. Les habitants qui souhaitent s'installer dans nos territoires veulent une offre de santé, ne pas être en difficulté lorsqu'il s'agit de trouver un spécialiste ou autre, etc. Donc ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue là-dessus. Et puis le troisième, c'est aussi un continuum d'offres culturelles. Beaucoup d'urbains, métropolitains, qui ont des habitudes culturelles assez riches,
Alors ça ne veut pas dire que nos territoires n'ont pas d'offres culturelles, mais c'est souvent de façon ponctuelle, des festivals. Bon, donc il y a en fait, pour résumer cela, des enjeux serviciels qui sont assez élevés. Donc si on veut être attractif, si je comprends bien votre question, c'est souvent, avant d'être des déserts médicaux, il y a un présupposé, on pense qu'on est des déserts tout court. On n'est pas des déserts, mais il faut faire un effort malgré tout pour répondre aujourd'hui aux enjeux qui sont ceux-ci. D'ailleurs, moi, je pense qu'un professionnel de santé, et notamment un médecin, quand on dit aujourd'hui qu'ils ont des envies différentes en termes d'organisation de vie, ils correspondent à l'ensemble des Français. On travaille moins aujourd'hui tous. On a tous des envies d'être plus attentionnés pour nos familles. On a plus d'envie de culture, plus d'envie de pratiques sportives, etc. Donc ces tendances, elles sont vraies chez les médecins qui arrivent, mais aussi chez l'ensemble des Français. Et c'est cela qu'il faut répondre sans doute à l'échelle de nos territoires. Merci beaucoup. Et dernière petite question très rapide. Le maire est l'élu préféré des Français. Nous, on a eu énormément de retours des infirmiers comme quoi leur mairie les avait aidés, notamment pendant la période de pénurie de protection. Comment vous, en tant que maire, vous avez vécu cette crise ? Alors oui, c'est vrai, je vous confirme que maire, c'est l'anagramme d'aimer. Donc les Français nous aiment bien. On a même une cote d'amour, quand on regarde l'ensemble des élus et des fonctions, encore assez forte. Il faut que ça dure, mais en même temps, ça peut devenir difficile si justement on est dans la capacité, parfois, de répondre à des enjeux comme celui qui nous occupe aujourd'hui. On voit bien ces difficultés de recrutement. Il y a en effet des problèmes d'attractivité dans certaines professions. Moi, je le vois par exemple dans le médico-social. On a des établissements qui peinent à trouver des personnels. Il y a sans doute des questions de revalorisation. Il y a des réponses qui ont été apportées, par exemple, dans le Ségur de la santé sur cette partie-là, mais pas forcément dans toutes les professions. Et puis, il y a sans doute des questions aussi d'image, ou en tout cas aussi de conditions de travail et autres. Après, quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des métiers qui sont sous tension, on est surpris. Il y a la restauration, le transport, vous voyez, il y a différents types de métiers. Donc je pense qu'il faut aussi sans doute qu'on repositionne et on valorise, parce que le paradoxe, c'est que, et on l'a vu là pendant la crise sanitaire, lorsque vous avez des reportages, on voit, et c'est bien légitime, des personnels qui sont aujourd'hui fatigués, qui ont beaucoup été sollicités et qui continuent à l'être. Et donc, ça renvoie quelque part une image assez dure, finalement, de cette profession. Ça correspond à une réalité, mais il faut aussi sans doute repositionner l'ensemble de ces métiers, parce que c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, on a là des enjeux vraiment essentiels. Par contre, ne l'oublions jamais, et ça reste aussi important, si on fait ce lien entre les professions de santé et les élus, il y a un lieu qui n'est pas un désert médical en France aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Je siégeais encore il y a quelques temps de cela à l'Assemblée. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont médecins ou dans les professions de santé. Et parmi les maires, et on a eu l'exemple tout à l'heure avec notre collègue vice-président de région, heureusement, il y a des professionnels de santé qui sont investis dans les mandats locaux. Et vous savez, je siège dans un département. Il y a quelques années de cela, quand on faisait l'appel des élus présents, c'était souvent docteur, parce que c'était l'image ancienne du médecin notable installé dans les cantons et qui est souvent conseiller général. Donc, je pense qu'il y a sans doute là des moyens aussi qu'on se comprenne mieux sur les enjeux d'aménagement dans nos territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos propos qui participent aussi à la reconnaissance de la profession, comme vous l'avez fait depuis le départ. Donc, nous vous remercions sincèrement pour votre intervention. Monsieur Yves Doutrillo, donc vous êtes conseiller d'État, j'ai envie de dire notre conseiller d'État, ancien ambassadeur de France auprès de l'OSCE, spécialiste des questions européennes. Vous êtes un fin connaisseur des professions de santé. Nous l'avons entendu dans les propos qui ont été tenus avant, la pandémie du Covid-19 a mis à jour l'agilité des collectivités territoriales dans la gestion de ces questions de proximité de soins et demande une plus grande décentralisation. C'est vraiment les propos qui ressortent. On est vraiment dans cette demande de décentralisation et dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment
des ARS et une participation des élus auprès des ARS. Alors moi, la question est simple, à la lumière de votre grande expertise européenne, de votre connaissance pointue de l'exercice des professions de santé, comment caractériseriez-vous le système de santé français par rapport à d'autres systèmes en Europe où l'élu a une plus grande place? Et en fait, quelles en sont les spécificités? Merci beaucoup. Ça marche là? Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur le Président, et pour... oui, j'ai le droit à enlever le masque, c'est bien plus agréable. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais dire au président de l'Association des petites villes qu'en tant que Parisien, natif de province, j'apprécie beaucoup les petites villes et j'y ai passé une bonne partie de la période de confinement. Et je me suis rendu compte que les élus, alors c'est une petite ville de 4500 habitants, donc on est dans votre seuil, ça marche, sur l'île d'Oléron. Et ce sont des conseillers municipaux qui distribuaient des masques. Alors, j'étais très heureux de constater que la conseillère municipale m'avait dit « Ah oui, mais vous, monsieur, quel âge avez-vous Ah oui, mais alors attention, vous êtes peut-être résidence secondaire. » Alors, elle a eu le bon réflexe, elle a dit « Résidence secondaire ou pas, vous avez droit à un masque parce que vous avez l'âge prioritaire pour la collectivité territoriale. » Et c'est heureux parce que dans d'autres communes, ça n'a pas été le cas. Et comme à l'époque, j'étais conseiller auprès de Jacques Toubon, défenseur des droits, je crois que le défenseur des droits a pris position contre les élus qui avaient discriminé entre les résidences secondaires et les résidents principaux dans la distribution des masques. Et puis j'étais, ne serait-ce que la semaine dernière encore, à Saint-Pierre-d'Oléron et grâce au cinéma local, j'ai pu assister à la première du Tartuffe devant le Premier ministre pour le 400e anniversaire de Molière, puisque maintenant la Comédie Française retransmet en direct dans toute une série de salles, y compris des salles des petites villes. Bon, ceci c'est pour répondre à votre question sur l'attractivité culturelle des petites villes. Alors, il faut pour répondre à votre question, je crois que le système français est effectivement très centralisé et je ne veux certainement pas offenser les représentants des collectivités territoriales, mais des experts qualifient le rôle des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des régions, des départements ou des communes ou des intercommunalités, comme un rôle, avec des guillemets, hein, bien sûr, subsidiaire en termes de politique de santé publique. Même si, comme vous l'avez dit, ainsi que votre collègue de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, la loi 3DS, voilà, fait évoluer les choses, mais reconnaissez-le, d'une manière relativement marginale. Donc on a quand même un système depuis, c'est vieux, hein, depuis la Révolution française, plus exactement les années qui ont suivi. C'est bien l'État qui a créé le corps des officiers de santé. C'est l'État en 1832 c'est le roi à l'époque, qui était chargé de prendre des mesures de lutte contre les épidémies. Et en 1935, on a confié au préfet le soin d'édicter des règlements sanitaires départementaux. Et puis tout ça, c'est l'héritage aussi de la 4e République et de l'après-guerre. Hein. C'est bien dans notre alinéa du préambule de la Constitution de la 4e République, on dit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Alors quand on dit la nation, souvent en France, on pense à l'État. Et si on parle d'égalité dans l'accès aux soins, on a parfois le sentiment que ça ne peut être fait que, en tout cas dans les textes, au niveau de l'État. Alors, on a toute une série de lois, hein, depuis la loi Kouchner, enfin presque tous les 5 ans, on a une grande loi, et ces lois, finalement, établissent de nouvelles normes, et ce sont souvent des normes étatiques et valables pour l'ensemble du territoire. Donc, cette responsabilité... Alors, je vais juste prendre un exemple, parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, de la pandémie, et on a cité, vous avez peut-être vu, et puis comme je suis membre du Conseil d'État, je ne peux pas ne pas citer un arrêt du Conseil d'État, un arrêt en référé, l'affaire de la commune de Sceaux. Donc l'un de vos collègues, dans la première période du confinement, a voulu établir une obligation de masque sur l'ensemble du territoire de la commune de Sceaux. Et le préfet, alors je ne sais plus si c'est le préfet ou peut-être des citoyens qui ont été devant le juge des référés,
d'abord devant le tribunal administratif et ensuite en appel puisqu'il s'agit de liberté fondamentale, hein, d'aller et venir sans masque. Et le Conseil d'État n'a pas donné raison au maire de Sceaux. Hein, il a considéré que c'était bien... alors bien sûr, le maire peut prendre des mesures de police générales nécessaires à la salubrité publique. Hein, ceci, ça vient de la Révolution française d'ailleurs, et c'est dans le Code des collectivités territoriales. Mais l'État est chargé d'une police spéciale instituée par le législateur, parce que vous parliez du Parlement, le législateur, et ça fait obstacle dans toute la période d'urgence sanitaire à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire. Alors attention, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales donc territoriales au niveau de la commune, rendent cette édiction indispensable, mais à condition, et c'est très subtil, de ne pas compromettre la cohérence. Alors c'est l'État qui assure la cohérence, ou l'ARS au niveau le préfet de région, au niveau régional, ou le préfet de département, la cohérence et l'efficacité de celles prises dans ce but. Alors, on comprend la logique assez spontanément. Vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il y a des masques obligatoires sur le territoire de la commune de Sceaux et pas sur celle de l'Haye-les-Roses ou Fontenay-les-Roses qui est juste à côté, ou Châtenay-Malabry. Donc, en changeant de rue, là, il y a un masque obligatoire et pas là. Donc, il faut une cohérence et c'est là qu'évidemment, la pandémie a confié à l'État des pouvoirs exceptionnels, puisque c'était une pandémie tout à fait exceptionnelle. Alors, évidemment, comme je viens de le dire, les communes, intercommunalités aussi, ont des responsabilités, services d'hygiène et de santé, désinfection, vaccination, hein, vous l'avez dit, et elles aident, comme ça a été dit aussi, les professionnels à s'installer dans les zones déficitaires. Elles signent des conventions avec l'État pour des programmes de santé spécifiques et elles doivent alerter, c'est important ici, alerter l'ARS et Santé publique France sur toute information. Alors je pense que ça a dû être largement utilisé. Quand on n'a pas les départements ici, mais eux aussi, notamment dans le domaine médico-social et d'action sociale, c'est l'échelon essentiel. Il y a la PMI, les vaccinations obligatoires, les personnes handicapées, des schémas d'organisation sociale et médico-sociale, mais qui doivent être cohérents avec les schémas régionaux de santé qui, eux, relèvent de l'ARS et du préfet de région, donc de l'État. Et quant aux régions, la vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine nous a beaucoup parlé du rôle économique, environnemental, de formation professionnelle des régions. Mais je cite ici Didier Roland-Tabuteau, nouveau vice-président du Conseil d'État, et qui disait que les régions étaient dans une situation paradoxale, en ce sens que le cadre régional est un cadre privilégié pour la politique de santé publique, d'où le rôle de l'ARS et du préfet de région, mais c'est un cadre déconcentré, tandis que les régions décentralisées, là encore, ont un rôle relativement modeste, même si elles financent et elles agréent les instituts de formation paramédicale et des sages-femmes, et elles les financent d'ailleurs. Et si, comme ça a été dit, le conseil régional peut être associé à l'élaboration du plan régional de santé, mais lequel relève de l'État. Alors, je sais bien que dans la loi 3DS, on renforce le nombre de sièges et aussi de vice-présidences qui, dans ce qui deviendra le conseil d'administration, reviendra à des élus locaux et notamment des élus régionaux. Je crois qu'il y aura 2 vice-présidences représentant des collectivités territoriales. Alors j'ai bien entendu ce qui a été dit. On revendique en quelque sorte une co-présidence, mais à ma connaissance, ça ne se trouve pas dans la dernière version du texte. Alors, c'est donc l'État qui joue quand même le rôle principal pour la politique nationale, c'est logique, de santé publique, mais l'État a très largement déconcentré son action, notamment avec la loi Bachelot, la création des ARS et le rôle aussi du préfet de région. Alors, dans un premier temps, les ARS, alors j'avais lu une citation qui est souvent reprise dans les articles, que c'était des belles voitures sans beaucoup d'essence, mais ça on le disait au début, en 2013 je crois. Moi je crois que les choses ont un peu évolué, même si vous avez relevé la baisse des effectifs sous l'influence de Bercy, on peut s'en douter, mais comme vous l'avez dit vous-même, il y a aussi des crédits, le
FIR que vous avez cité. Mais là, si on regarde les textes, l'ARS a quand même un rôle assez essentiel. Définit la politique de santé au niveau régional, en tenant compte des spécificités évidemment de chaque région, régule l'offre des services de santé, répartit régionalement l'offre de soins, aide à l'installation des professionnels, autorisation de création des établissements de santé, adoption du projet régional de santé à 10 ans et le schéma régional de santé à 5 ans. Et puis la loi d'urgence sur l'état d'urgence sanitaire a délégué très souvent au préfet, alors pas seulement le préfet de région, mais le préfet tout court, le préfet de département, le soin de prendre un certain nombre de mesures. On l'a vu d'ailleurs, certaines viennent d'être aussi suspendues par le Conseil d'État pour Paris et les départements de la petite couronne en matière de masques. Alors, on a peu parlé... Vous allez avoir la parole ensuite des représentants des usagers, puisque quand on parle de démocratie sanitaire, me semble-t-il, c'est d'une part avec les collectivités territoriales, mais aussi les représentants des usagers. Vous avez ces territoires de démocratie sanitaire où on retrouve... Alors, il y a un très long article dans le Code de la santé publique sur les territoires de démocratie sanitaire, où on retrouve des élus, évidemment, mais aussi des représentants des professionnels de santé. Des usagers, pardon, excusez-moi. Alors, que conclure de ce dispositif? Puis je dirais un mot sur l'ordre et les ordres professionnels. Monsieur le Président, et pas seulement un mot. Que conclure de ce dispositif territorial? Il est beaucoup plus, je réponds directement à votre question, Monsieur Combe, beaucoup plus centralisé que ce n'est le cas dans la plupart des pays européens. Alors évidemment, il y a le cas particulier des pays fédéraux, l'Allemagne fédérale, où on se souvient que Mme Merkel a dû se battre pendant des heures et des heures, peut-être même des nuits, avec les présidents des Länder, pour avoir une politique davantage cohérente et coordonnée au niveau de l'ensemble de l'Allemagne fédérale. Mais c'est vrai aussi des pays scandinaves, de l'Italie, de l'Espagne et même du Royaume-Uni, en dépit de l'existence du National Health Service. Vous avez en Écosse, au Pays de Galles, vous avez des régimes différenciés. Donc, nous avons un dispositif certainement beaucoup plus centralisé. Alors, il y a aussi une critique qu'on fait souvent au système français, d'une manière générale. Je ne parle plus là de la santé publique. On le qualifie souvent de millefeuille territorial. Alors, j'ai vu qu'ici, les juristes en matière de santé publique parlent de crumble. Bon, moi, je me souvenais du millefeuille de la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État. Puis, il ne faut pas oublier aussi l'Union européenne. Elle s'est quand même manifestée d'une manière tout à fait inattendue avec cette crise sanitaire, alors qu'elle a très peu de compétences en matière de santé, simplement à promouvoir la coopération entre les États. Mais elle était quand même beaucoup plus loin, à la demande notamment de la France, avec cette politique d'achat concerté des vaccins, qui a été critiquée dans les premiers temps et dont on a finalement bien bénéficié. Donc, il y a 6 ou 7 niveaux dans ce millefeuille territorial. Alors, la question, est-ce que notre système centralisé est excessivement centralisé? Je ne vais pas me référer à Dr Raoult, qui a beaucoup critiqué à nouveau la France, les élites parisiennes, peut-être le Conseil d'État d'ailleurs, le ministère de la Santé ou le comité de défense sanitaire, c'est comme ça qu'il s'appelle, il se réunit même aujourd'hui, par rapport à la France périphérique. Mais il faut quand même rappeler aussi que derrière tout ça, il y a le financement qui, lui, est bien national. Vous avez l'ONDAM voté par le Parlement, la tarification des établissements de santé qui est très critiquée, mais tout ça, ce sont des textes nationaux. Vous avez tout le système de sécurité sociale qui n'est pas question, à ma connaissance, de décentraliser, ou alors ce serait un problème de principe d'égalité qui serait affecté. Alors, c'est un dispositif dont on peut peut-être critiquer l'excessive centralisation, mais qui a quand même assez bien, en dépit de toutes les difficultés, fonctionné. Je me réfère simplement au transfert de patients d'une région à une autre, au début de la crise sanitaire, ou aussi la capacité à établir en catastrophe et très rapidement des services de réanimation dans les établissements de santé. Alors, j'en viens aux ordres professionnels. Et ça fait peut-être aussi partie, me semble-t-il, du sujet démocratie sanitaire, parce que la démocratie sanitaire, c'est sans doute certainement les usagers, les élus territoriaux, mais aussi les professionnels de santé. Alors, ce que je relève, c'est que dans notre dispositif complexe,
il n'y a pas vraiment de place dans le conseil de surveillance, demain le conseil d'administration des ARS, en tout cas pour l'ordre des infirmiers. Alors même qu'on a ici, à juste titre, insisté sur le rôle des infirmiers. Alors, il faut quand même rappeler que l'ordre des infirmiers, alors là je me permets de citer l'article qui rappelle ces missions, au niveau national, donc contribue à la promotion de la santé publique, la qualité des soins, participe à la diffusion des bonnes pratiques en soins infirmiers, organise l'évaluation de ces pratiques, le suivi de la démographie de la profession, produit des statistiques, étudie l'évolution des effectifs, c'est bien de ça dont on parle, sur la couverture territoriale. Et au niveau régional et départemental, les conseils régionaux et départementaux de l'ordre des infirmiers remplissent les mêmes fonctions, mais au niveau territorial. Ils ont donc, selon moi, toute leur place dans les instances de gouvernance des ARS et auprès des collectivités territoriales. Et je dirais ça au-delà des bonnes relations personnelles que certains élus ordinaux dans les départements et dans les régions entretiennent avec les élus et avec les associations d'usagers. Il faudrait que ça soit davantage institutionnalisé. Et je dirais, alors cette fois-ci, je renvoie la balle au président de l'Ordre des infirmiers. Je pense aussi que l'Ordre devrait être encore plus proche qu'il ne l'est aujourd'hui avec les représentants des usagers. Alors je signale simplement, mais ça il faudrait modifier les textes, mais dans certains ordres professionnels, alors je pense au Québec, je crois, peut-être aussi au Royaume-Uni, il y a c'est chez les kinés, il y a un représentant des associations d'usagers au Conseil national. Mais ça, il faudrait modifier les textes. Donc on a vraiment tout intérêt en matière de démocratie sanitaire, de territorialisation dans les départements, les régions et les communes. Et ici, au niveau national, démocratie sanitaire au niveau national, à renforcer et même de manière institutionnelle ces relations dans tous les sens. Voilà, je crois avoir répondu à votre question, notamment s'agissant de la comparaison avec nos partenaires européens. Alors, je salue Monsieur Bouillon qui doit nous quitter. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et nous vous saluons. Alors, j'aurais une question. Merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, Monsieur Dautriot. C'est une question qui nous vient de Limoges. Pourquoi, lors de la création des ARS, au départ, il a été la représentation des ordres, notamment de l'ordre infirmier, n'a-t-elle pas été actée dans les textes, alors que les ordres sont ceux qui ont un devoir de représentation, de promotion de la profession? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Est-ce que quel est l'avis du Conseil d'État? Alors, c'est la loi Bachelot, donc on est en 2009. Alors, pour ce qui concerne l'ordre des infirmiers, il était tout jeune, mais la question porte sur l'ensemble des ordres de santé. Alors, il y a dans la salle un éminent ancien vice-président de l'Ordre national des médecins. Il pourra peut-être se souvenir de ce qui s'est passé en 2009. Mais c'est vrai, quand on regarde la composition du conseil de surveillance de l'ARS, il y a un certain nombre de représentants, mais il n'y a pas les ordres de santé. Je crois qu'en revanche, l'Ordre des médecins se trouve dans l'autre organisme plus vaste qui s'appelle la conférence. Voilà, CRSA. Et c'est certainement un peu dommage parce que tous les sujets dont on a parlé ici et qui intéressent évidemment l'ARS impliquent la représentation des professions de santé. Alors je crois qu'on va trouver des syndicats professionnels de professions de santé. En tout cas, je sais qu'il y a les syndicats de médecins, libéraux ou salariés, fonctionnaires ou pas. On trouve les représentants des fédérations hospitalières, mais on ne trouve pas les ordres. C'est à mon avis, personnellement, c'est une lacune. Je pense qu'il faut impliquer les ordres, parce qu'avec le développement des ordres, ça fait partie, encore une fois, de la démocratie sanitaire, et beaucoup plus généralement, ça fait partie de la décentralisation, je dirais, fonctionnelle, de l'autorégulation. Ça fait partie de cette idée selon laquelle, de plus en plus, il faut confier aux associations de professionnels un rôle dans l'organisation des professions. Donc je dépasse de beaucoup le cadre de la santé. Et d'une manière générale, au niveau européen,
on a de plus en plus tendance à faire confiance aux professionnels eux-mêmes en matière d'autorégulation. Donc ils ont toute leur place. Merci infiniment, Monsieur Dautriot, pour votre réponse. Donc, on va passer à l'autre intervenant, qui est Monsieur Laurent Chambaud. Donc, Monsieur Chambaud, vous êtes directeur de l'École des hautes études de santé publique à Rennes depuis 2013, après avoir été notamment conseiller au cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, directeur de la santé publique de l'ARS Île-de-France, l'école de Rennes, et l'école qui forme les cadres, les dirigeants du milieu de la santé de demain, celle qui vraiment forge nos décideurs, les directeurs d'établissement. Donc c'est une mission qui est double, à la fois de formation, mais aussi de recherche en santé publique. Donc une mission vaste et particulièrement importante pour nos institutions. Dans un récent entretien à la presse quotidienne régionale, vous avez estimé que nous étions dans un pays trop hospitalo-centré. Donc c'est vrai que c'est surprenant, pointant du doigt le rôle que pourraient jouer les villes, par exemple, en matière de prévention. Donc vous rejoignez ce qui a été dit par les intervenants juste avant, et vous insistez, et c'est particulièrement intéressant, sur le fait que la santé ne se résume pas au système de santé, et préconiser une plus grande flexibilité dans les parcours, les mobilités facilitées, et le développement des pratiques plus collectives, comme par exemple les maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, ma question est simple. Vous formez les futurs cadres en santé publique de demain. Quelles sont les attentes de vos étudiants et quelles pistes de réforme vous semblent pertinentes pour apporter une réponse efficiente aux besoins de notre système de santé français? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et j'en profite pour faire un salut amical au président de l'Ordre national des infirmiers. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Et donc, merci pour votre question. Alors, peut-être juste un petit point de précision par rapport au rôle de l'École des hautes études en santé publique. Effectivement, nous avons à la fois un rôle de formation des cadres de notre système de santé, mais nous sommes aussi une école de santé publique, mais vous l'avez dit, académique et de recherche, dans un pays où il y en a très peu. Donc, je pense aussi que c'est un élément important, y compris du contexte français. Je vais essayer de répondre à votre question peut-être d'une manière un peu plus large et en 3 points principalement. Et peut-être avant compléter ou en tout cas donner un élément supplémentaire sur la perspective européenne ou internationale. Il ne faut pas oublier que la situation que l'on vit actuellement, c'est une pandémie, que tous les pays ont été frappés d'une manière ou d'une autre par cette situation, et que les uns et les autres ont essayé de réagir, très souvent dans une belle cacophonie, en essayant parfois de trouver des moyens au moins de se concerter. Et le Conseil d'État a rappelé ce qui a été fait principalement pour des raisons économiques au niveau européen, avec l'achat des vaccins ou avec des aspects liés à l'achat de protection individuelle. Et c'est, je pense, aussi un sujet important parce que vous l'avez, je pense, les uns et les autres vu, on a navigué de façon extrêmement forte en fonction de la pandémie pour essayer de trouver le pays qui avait finalement trouvé la solution. Et ce que l'on voit, c'est que, et ça a été rappelé par le conseiller d'État, en tout cas au niveau européen, on serait bien en peine aujourd'hui de savoir si les modalités de centralisation ou de décentralisation ont été positives ou négatives par rapport à la conduite de la gouvernance dans cette situation de pandémie. Donc c'est aussi un élément qui plaide pour qu'on ait peut-être un peu plus de connaissances sur la façon dont les choses se jouent dans les différents pays. Peut-être rapidement aussi, je vais essayer de développer les 3 points. Le premier, c'est, vous dites, les attentes que peuvent avoir les gens qui arrivent chez nous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'est-ce qu'on essaye, nous, de donner en termes de clés de formation. La première, c'est que
il faut remettre à plat notre système de santé complètement. Et encore une fois, c'est pas une situation très particulière à la France. On a un système de santé dans pratiquement tous les pays qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte qui est très différent de celui d'aujourd'hui, et avec une primauté qui a été donnée principalement au secteur médical, à l'hôpital, et à une certaine croyance dans la capacité à régler tous les problèmes de santé de la planète. Et puis, la situation depuis les années 70-80 a beaucoup changé. Alors, nous, on a d'autres jargons, mais qui a été dit d'une autre manière par les intervenants précédents. La population vieillit, on a de plus en plus de maladies chroniques, et se rajoute maintenant un élément qu'on n'avait probablement pas assez anticipé, c'est-à-dire la problématique du changement climatique, des difficultés que l'on peut avoir sur notre relation à notre planète et à notre environnement. Ça, c'est ce qui conditionne les éléments de la santé des populations. Et puis, en regard, on a un système de santé qui est un système de santé qui a été construit dans beaucoup de pays autour de l'hôpital. Plus ou moins, la France quand même beaucoup, avec une très forte notoriété, y compris du système clinique hospitalier français. La loi de 58 de Debré a été une loi qui a été fortement regardée dans de nombreux pays autour de nous. Mais maintenant, on est dans une situation différente, et je pense qu'elle correspond aussi à des demandes, des appétences des professionnels qui est différente. Et je crois que dans ce contexte-là, il faut revoir l'ensemble de ce qui construit notre système de santé pour qu'il puisse, alors vous dites dans le programme de la journée plus proche, plus efficient, plus durable, moi je rajouterais aussi peut-être plus souple, plus flexible, plus adaptable à des situations qui sont des situations qui peuvent évoluer très vite, y compris au niveau local. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire probablement qu'il va falloir défaire les cloisonnements qui existent entre la médecine, ce qu'on appelle la médecine de ville, voire plutôt ce qu'on appelle chez nous les soins de première ligne ou les soins primaires, l'hôpital, dans toutes ses composantes qui peuvent être très différentes de l'hôpital local au CHU, les structures privées et le médico-social, parce que on a des situations qui enchevêtrent les problématiques sanitaires, les problématiques médico-sociales et les problématiques sociales encore plus qu'auparavant. Et en regard de ça, il faut que l'on arrive à trouver des conditions d'exercice des professionnels qui soient beaucoup plus collégiales. Et ça, c'est aussi une demande forte des professionnels. Donc, nous, dans notre école, on parle beaucoup de la territorialisation, parce que c'est au niveau des territoires que ces choses-là vont se jouer. Et donc, il faut arriver à donner beaucoup plus de capacité d'adaptation de notre système de santé aux réalités locales. Ce qui n'a pas été le cas, qui commence à être quand même quelque chose de partagé, mais ça va demander, à mon avis, du temps pour essayer de voir quelles sont toutes les conséquences de ça. Mais ça demande aussi un pilotage politique, à la fois au niveau national, mais aussi avec une capacité de relais sur les territoires. Bien entendu, dans cette part-là, j'y mets évidemment alors ce que j'appelle moi la prévention, et que je différencie de la promotion de la santé. La prévention, c'est quoi? C'est des actes de prévention qui ne se font pas assez en ce moment, ou qui se font d'une manière qui est relativement peu protocolisé. Donc, c'est à la fois les grands programmes de prévention, le dépistage, la vaccination, on l'a vu ces derniers temps, mais c'est aussi, est-ce qu'on a besoin de visites de prévention? Si on fait des visites de prévention, auprès de quel public? Qui les fait? De quelle manière? Si on fait de l'éducation thérapeutique du patient, on la fait comment? Est-ce que c'est uniquement à l'hôpital ou est-ce que c'est dans d'autres endroits? Qui s'en occupe? Si on met en place des consultations sport-santé, comment elles se développent? Comment elles se
elle s'amplifie. Donc c'est toute une architecture qui doit être pensée au niveau territorial. Et à ce niveau-là, même si je reconnais que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, des communautés professionnelles territoriales de santé ou le développement des contrats locaux de santé est une bonne chose, j'ai bien peur qu'on arrive quand même aussi au principe qu'a rappelé le Conseil d'État du millefeuille. Je pense qu'on a besoin d'une territorialisation qui soit la plus claire possible, et pour les acteurs et pour la population. Le deuxième point, c'est l'autre volet que moi j'appelle la promotion de la santé, qui est un peu différent de la prévention, dans la mesure où ces déterminants ne sont pas dans le système de santé. Et ça a été très bien dit par François Janson au début. Si vous mettez en place des pistes cyclables, vous travaillez pour la santé. Si vous mettez en place une politique de transport dans laquelle vous avez la capacité de développer aussi ce qu'on appelle les mobilités actives, vous travaillez pour la santé. Si vous mettez en place des politiques d'environnement qui permettent de lutter contre un certain nombre de polluants, vous travaillez pour la santé. Si vous êtes sur une politique de nutrition et de bonne nutrition, de la même manière, vous travaillez pour la santé. Donc, cet élément-là est majeur et va être d'autant plus important que notre système de santé va être de toute façon confronté à une tension forte avec le vieillissement et les maladies chroniques. Donc, plus on agira en amont, mieux ce sera. Et là, moi, je pense que la France a des progrès à faire de manière très claire. Et quand je dis a des progrès à faire, c'est avec l'ensemble des acteurs d'une part, et je pense que sur ce sujet, les collectivités territoriales ont un rôle fondamental, mais qui n'est pas effectivement explicitement reconnu dans la loi. Et je crois que ça serait beaucoup mieux qu'on ait une reconnaissance effective de cette compétence en promotion de la santé, parce que c'est de fait ce que font les collectivités territoriales. Elles le font pour d'autres raisons en général, et je pense que de plus en plus les collectivités territoriales souhaitent revendiquer cet aspect-là, et je crois qu'elles en ont tout à fait la légitimité pour le faire. Après, il y a un autre point, c'est qu'il faut aussi développer les compétences dans ce domaine-là. Or là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez quand même dans notre pays très peu de lieux où on développe les compétences sur ce sujet. Et je crois que c'est absolument fondamental de pouvoir les développer. Et ces compétences-là, elles peuvent être, on peut les donner. On a des formations dans notre école, mais il faudrait qu'il y ait un programme de formation, y compris de formation tout au long de la vie, qui soit important dans ce domaine-là. Alors, je vais parler des infirmières et des infirmiers puisque je suis dans ce congrès. Je crois que les infirmières et les infirmiers, pour un grand nombre d'entre elles et d'entre eux, seraient très intéressés pour développer ce type de compétences. Moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait un développement réel d'infirmières de pratiques avancées en santé publique. On en a besoin. On en a besoin, par exemple, dans les écoles. On en a besoin dans les lieux de travail. On en a besoin au niveau de la petite enfance. Et je trouve que ça serait reconnaître aussi ce rôle en santé publique et en promotion de la santé. Mais c'est aussi développer les compétences des collectivités territoriales pour pouvoir s'emparer de ces sujets-là. Donc, il faudrait aussi qu'on soit capable de développer des programmes de ce type-là et bien entendu de la recherche derrière. Et puis, je terminerai juste, pour ne pas être trop long, sur les aspects de gouvernance, parce que je l'ai beaucoup entendu. Alors, c'est dommage parce que Mme Janson et le président de l'association des petites villes ont dû partir, mais j'aurais bien aimé les questionner aussi parce que mon sentiment, c'est que contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres étapes de la décentralisation, et je parle sous le couvert du conseiller d'État, je ne pense pas que donner une compétence spécifique en promotion de la santé aux collectivités territoriales implique obligatoirement des transferts financiers.
Je pense que c'est vraiment donner une compétence sur ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques. Et autant je trouve que c'est important que ce soit enchâssé dans la loi, autant je pense que ça ne produira pas, comme on l'a vu dans les étapes de décentralisation précédentes, de revendications. Alors, il y aura peut-être des éléments très, très spécifiques et particuliers, mais globalement, je ne crois pas que l'enjeu majeur soit du transfert financier, mais véritablement de la reconnaissance des compétences. Et c'est d'autant plus important que, et j'en terminerai là, que si on veut cette gouvernance, oui, bien entendu, je pense qu'il faut associer les collectivités territoriales à la gouvernance. Ça pose un sujet, ça sera peut-être un lien avec l'intervenant suivant, de voir comment dans notre pays on conjugue démocratie représentative et démocratie sanitaire. On peut avoir un modèle très intéressant en France, qui sera probablement pas exactement le modèle anglo-saxon ou les modèles anglo-saxons. Et puis, dernier point, c'est que ça pourrait aussi, me semble-t-il, faire vivre un dicton qui redevient fortement à la mode ces temps-ci, qui est penser global, agir local. Et je crois que dans ce domaine de la santé, on est vraiment sur l'application de cette maxime. Merci infiniment. Alors, j'aurais une question pour vous. Est-ce que cette épidémie du Covid-19 a tout changé? Va-t-elle tout changer dans notre organisation? Et aujourd'hui, faudra-t-il organiser nos établissements pour à la fois gérer le quotidien et avoir de l'effectif des gens de côté dans le cas d'une épidémie? Est-ce que ça a changé complètement nos organisations? C'est une question qui nous vient du chat. Ce qui est clair, c'est que cette épidémie, elle est venue frapper notre pays, qui était déjà dans une situation extrêmement tendue par rapport au rôle de l'hôpital. Donc, ça n'a fait qu'ajouter à une situation, on s'en rappelle, je pense, toutes et tous, qui était quand même déjà extrêmement tendue depuis plus d'1 an dans les établissements hospitaliers. Alors, elle a complètement bousculé les choses. Qu'est-ce qui va ressortir après? Ça, malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés à lire dans la boule de cristal ou le marc de café. Mais par contre, ce que je souhaite dire, en tout cas, c'est que ça serait fortement dommage qu'on n'apprenne pas de cette crise. Parce que, bien entendu, il y a l'aspect, je dirais, de ce qu'a provoqué une pandémie de cette nature, avec tout ce que ça a emporté. Mais ce que je trouve assez dommage, c'est peut-être aussi parce que nous n'avons pas de lieu de réflexion suffisant en France sur le sujet, c'est que les éléments que j'entends du terrain, c'est qu'il y a eu des recompositions extrêmement rapides qui ont été faites, des solidarités entre les différents paliers, entre le privé et le public, entre les premières lignes et l'hospitalier, entre le médico-social et l'hôpital, qui ont été mises en place de manière, encore une fois, extrêmement rapide, en urgence, qui ont probablement permis d'explorer justement comment on décloisonne notre système, sauf que personne ne s'en occupe en ce moment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où se sont passées ces situations, comment elles ont été vécues et qu'est-ce qui a fait que ça a marché ou que ça n'a pas marché. Et je crois que là, il y a une responsabilité, pour le coup, au niveau du ministère, pour aller investiguer ces sujets-là et pour essayer de comprendre comment ça va nous permettre aussi de décloisonner notre système. Et en tout cas, l'école a fait un appel depuis très longtemps, depuis le début de la crise, pour dire qu'elle était prête à jouer ce jeu-là. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse, mais je pense qu'il faudra en passer par là. Si on fait un protex, comme on dit dans le jargon, un retour d'expérience, je pense qu'il faut faire ce retour d'expérience-là pour permettre aussi de voir comment, dans notre système, on peut faire évoluer les choses de manière positive. Merci infiniment, monsieur le directeur. Merci pour votre intervention. Alors, on enchaîne de suite avec
Monsieur Alexis Vervial, vous êtes conseiller santé, plaidoyer et affaires publiques chez France Asso Santé qui fédère 72 associations d'usagers. Il était vital pour l'Institut Droit et Santé et pour l'Ordre infirmier d'accueillir les représentants des usagers et d'avoir votre parole, qui est celle qui est le centre de notre action. Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien, le président de France Asso Santé, Gérard Raymond, a dressé un constat qu'on peut dire direct. Depuis 2 ans, je le cite, alors l'offre de soins ne correspond plus aux besoins de la population depuis 2 ans. Explique-t-il. Le Covid n'a été que le révélateur d'un accès difficile pour l'ensemble de nos concitoyens, principalement aux soins non programmés. Si on a été le meilleur système de santé du monde, aujourd'hui c'est plus compliqué. Le 11 janvier dernier, France Asso Santé a dévoilé ses 20 propositions pour améliorer la participation des usagers au système de santé, appelant à faire de la transformation de notre système de santé un axe prioritaire de la campagne présidentielle. Donc, ma question est simple. Quel constat France Asso Santé dresse-t-elle aujourd'hui et quelles sont ses propositions pour rebâtir une réelle confiance dans notre système de santé et le réformer et garantir cet accès aux soins qui est une de nos libertés fondamentales? Alors, grand merci à l'Ordre pour cette invitation, qui est un partenaire qui est déjà, mais qui va le devenir de plus en plus un vrai partenaire, puisque les usagers, vous le savez, constatent et travaillent en lien très fort, évidemment, au domicile, au plus proche des territoires, en proximité avec les infirmiers et les infirmières du système de santé. Alors, je voudrais dire... Comment construire un système de santé plus proche, plus efficient et plus durable? Une des peut-être propositions modestes de notre point de vue, c'est déjà d'associer les usagers. Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette crise sanitaire? Finalement, on a vu un espèce de paradoxe entre le fait que les associations d'usagers et de patients se sont démenées pour faire des lignes téléphoniques de soutien, pour proposer des programmes d'éducation thérapeutique en ligne, pour proposer des soutiens psychologiques, pour proposer des clarifications des consignes sanitaires. Donc les associations vraiment d'usagers se sont démultipliées sur les territoires et pourtant, elles n'ont jamais été aussi peu associées à la conception des politiques publiques, notamment sur le plan régional, sur le plan des conseils territoriaux de santé, donc sur les plans départementaux, et plus globalement sur les politiques publiques de santé qui ont été menées, notamment dans ce qu'on appelle maintenant la phase de sidération. Et finalement, on a un peu pris de face cette non-concertation, cet oubli, ce recroquevillement. On peut parler de recroquevillement des pouvoirs publics sur eux-mêmes dans la première phase de la pandémie. Et on le regrette. Et on s'est demandé finalement, est-ce que la démocratie en santé avait les pieds fragiles avant cette crise, ou est-ce que c'est cette crise qui a révélé la fragilité de la démocratie en santé et de la participation des associations aux politiques publiques? Et finalement, c'est peut-être un peu les deux. Peut-être que cette grande dame qu'est la démocratie en santé, finalement, elle était un peu essoufflée avant, comme pour l'hôpital, et que cette crise a révélé des difficultés plus structurelles. Alors, c'est Régis Debray qui disait la démocratie, c'est ce qui reste de la République quand on a éteint les lumières. Et c'est vrai qu'on a éteint les lumières des instances, notamment nationales et régionales, et ce qu'il est resté au début, pas grand-chose. Et il y a eu un redressement, il y a eu un rattrapage de démocratie en santé, puisque les associations dans les deuxièmes vagues ont été plus partie prenante, ont été informées, ont eu des messages clés qu'elles pouvaient délivrer de manière plus simple et plus efficace et plus concrète aux usagers du système de santé. Mais on voit bien que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'un recroquevillement des pouvoirs publics. Et ça nous a... et c'est tout ce que voulait dire le président Gérard Raymond aussi dans cette tribune, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé là? Et pour corroborer les propos de monsieur le directeur de l'EHESP, effectivement, il faudra des rétextes pour comprendre voilà ce qui s'est passé à ce niveau-là. Alors, la démocratie en santé, quand on est associatif, démocratie en santé, c'est synonyme de participer, faire participer les associations d'usagers à toutes les politiques publiques.
Il faut savoir que autant il y a un millefeuille représentatif, autant nous aussi on a un millefeuille représentatif. Le législateur, quand même, au fil des ans, 2009, 2016, 2019, nous place dans une diversité d'instances. Les plus connus, ce sont les ex-CRUC-PC, qu'on appelle maintenant CDU, Commission des usagers. Alors, c'est vrai il y a encore quelques lieux où le législateur n'a pas voulu nous mettre, je pense très rapidement au CPTS, mais sinon, pour le reste, on est quand même dans beaucoup d'endroits du système de santé, quelques ordres, et ça serait avec plaisir qu'on prend la balle au bon pour participer aux travaux des ordres. Mais finalement, c'est bien beau d'avoir des sièges, mais comme dit le vieux dicton, statut ne vaut pas vertu. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de ce siège qui nous est dédié? Qu'est-ce qu'on fait de ce siège pour créer les conditions de participation des usagers du système de santé? Et oui, parce qu'on n'est pas comme les autres parties prenantes. Certains usagers sont experts, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher dans le fait de faire participer un usager à une politique publique de santé. La participation, ça ne se décrète pas. Ça se travaille au quotidien. Plus récemment, la HAS a fait une recommandation sur l'engagement des usagers, que vous avez peut-être identifié. Et moi, il me semble, elle identifie 4 points d'amélioration pour ne pas refaire ce qu'on a fait. 1, avoir un portage institutionnel fort de la participation des usagers aux instances du système de santé. Et oui, il faut une culture démocratique. Il faut la possibilité... dans les établissements, ça a été le cas aussi. En fait, tout le monde a été pris de court. Qu'est-ce qui se passe quand un représentant des usagers ne peut plus aller au sein même de l'établissement parce qu'il y a des normes sanitaires contraignantes? Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quel portage institutionnel de ce beau projet qu'est la démocratie en santé? Donc ça, c'est vraiment un premier point, je pense, très important, qui est la culture démocratique. Qu'est-ce qu'on fait, notamment en termes de travail en amont? Parce que, en fait, pour rien vous cacher, dans la plupart des instances, vous recevez parfois les représentants des usagers, donc une formation de 18 heures sur toute l'entièreté du système de santé, reçoivent des documents complexes, techniques, experts, et en plus, ils sont avec des gens qui naviguent dans des savoirs experts de type administratif, un directeur d'hôpital, ou un savoir expert médical, ou paramédical d'ailleurs. Et donc, là, on a un vrai sujet. Comment on fait participer quelqu'un qui est bénévole et qui n'a pas forcément des compétences expertes, si ce n'est parfois l'expertise de sa propre maladie. Et donc, on a un vrai sujet sur comment on prépare l'intervention citoyenne. Comment on crée des temps d'échange conviviaux dans les établissements, mais aussi au niveau des échelons départementaux et régionaux de la démocratie en santé. Puis, il faut un appui méthodologique. On n'anime pas un conseil d'administration d'un établissement de santé comme on anime une commission des usagers. Il faut des techniques participatives. Et c'est là où il y a une flambée quand même en France de ces nouveaux modes de participation plus citoyens. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire aussi de ce qui se passe, pourquoi pas des conventions citoyennes dans le domaine de la santé et dans d'autres secteurs. Et enfin, le dernier point, c'est la question des contraintes et du statut. Aujourd'hui, quand vous êtes représentant des usagers dans un établissement de santé, vous consacrez une partie de votre vie bénévolement à améliorer le fonctionnement de cet établissement, à regarder les plaintes et réclamations qui y sont associées, à travailler la certification, nouvelle certification, dont le manuel est complexe et fait quasiment 300 pages. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on fait participer ce bénévole associatif pour qu'il ait une plus-value, pour que ça ne soit pas juste un affichage. Et donc, il y a des choses qui se font. Je suis positif quand même sur cette participation des usagers. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de beaux projets. Il y a un développement croissant très fort de nouveaux mouvements aussi autour des patients experts, de la paire aidance, ce qui fait qu'on peut compléter cette représentation des usagers plus historique, plus institutionnelle, avec des formes de participation plus au sein des services de soins, avec ces patients experts, etc., etc. Et donc, on a un vrai défi qui est devant nous, un vrai défi qui est gigantesque, qui est celui-là de comment est-ce qu'on travaille, enrichit
et pense une nouvelle participation des usagers au système de santé dans des instances qui ne sont pas forcément conçues pour ça, puisque je pense notamment aux instances de la CRSA. Vous avez des grandes plénières, même si vous avez des sous-groupes, vous avez des grandes plénières, et ce n'est pas forcément facile de porter une voix au milieu de ces grandes plénières. Alors sur la territorialisation des soins, je serai très court parce que mon voisin a tout dit. En fait, je ne changerai pas une ligne, enfin mon voisin qui est parti, je ne changerai pas des maires ruraux de France, je ne changerai pas une ligne de ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a une multiplicité de politiques publiques à mener de front. Les expériences internationales disent que maintenant, il y a une récente étude de l'adresse qui montre qu'il faut cumuler les incitations financières, la formation initiale, la régulation et le soutien professionnel dans des nouvelles formes d'organisation qui plaisent plus aux jeunes. La solution, elle n'est probablement pas unique, elle est multiple. On n'a probablement pas tout testé. On est quand même, nous, inquiets, les associations d'usagers sur les territoires. On a des premiers usagers, là, des malades chroniques qui nous disent « je déménage ». Je déménage, mon territoire n'a plus de médecin traitant. Je n'arrive plus à faire renouveler mes ordonnances. Donc là, ça pose quand même la question de l'égalité devant les territoires. Est-ce que et donc voilà, nous, ça nous interroge, ça, d'un déménagement, parce qu'on n'arrive plus à avoir accès à ce médecin traitant. Donc voilà, on a un vrai sujet autour de ça. On n'a probablement pas tout essayé. Je lisais là qu'il y avait des projets d'expérimentation, de coopératives coportés par des médecins organisés en association, une mairie et un centre hospitalier local. Bon, voilà, ça peut être des initiatives innovantes. Il y a des articles 51, il y a beaucoup de choses. Je pense que, en tout cas, le message clé pour finir mon intervention, c'est aujourd'hui, on croit beaucoup aux évolutions du rôle des infirmiers. Cette table ronde arrive à merveille parce que, en fait, le rapport IGAS qui est sorti récemment, qui est extrêmement bien documenté, donne des pistes extrêmement structurantes sur finalement comment peuvent se séparer des infirmiers qui seraient plutôt des infirmiers de pratique avancée spécialisés et d'autres peut-être plus généralistes ou de soins primaires. C'est une opportunité pour nous formidable. L'infirmier et les infirmières ont déjà prouvé que, notamment dans les structures d'exercice collectif, ils avaient tout à fait leur place, y compris, d'ailleurs, pour corroborer ce que disait monsieur le directeur de la HESP, sur la prévention. On a beaucoup d'infirmiers qui s'impliquent dans des programmes de prévention. Et donc voilà, c'est un constat, c'est des constats durs que faisait monsieur le président Gérard Raymond, mais réaliste et pas dénué non plus d'espoir. Merci beaucoup. Alors, le chat est unanime, c'est-à-dire qu'il faut plus d'usagers, plus de représentants d'usagers, c'est complètement unanime. Le constat qui est fait, qui vous rejoint, et c'est la question que je vais vous poser, c'est comment réussir demain à décomplexifier les documents, les données qui sont données aux usagers, parce que c'est vraiment ce qui ressort du chat, que quand les professionnels sont avec les usagers, et même parfois les professionnels eux-mêmes se sentent un peu perdus, expliquent que c'est très difficile de faire remonter la parole de l'usager. Donc c'est les professionnels de santé qui disent comment fait-on demain pour que la parole de l'usager soit plus puissante. C'est la question que je vous pose. Il y a, à mon avis, merci pour cette question, je remercie le chat. Il y a un double mouvement à faire. Le premier mouvement, c'est dans notre banette, si je puis m'exprimer ainsi, c'est augmenter la formation toujours plus fort sur les compétences de ces représentants des usagers. C'est vrai qu'on a un code de la santé publique, un code de la sécurité sociale qui sont très épais. On a beaucoup de droits, vous vous rendez compte, on a défini le nombre de commissions des usagers que devait faire un établissement de santé dans le réglementaire. Enfin, on a été très loin dans on a poussé juridiquement les choses, c'est tant mieux, parce que derrière, les représentants peuvent s'appuyer dessus, mais ça nécessite quand même de faire monter en compétence ces représentants des usagers. Je parlais de la nouvelle certification, avant de pouvoir intégrer les critères, etc. C'est pour ça que France Asso a développé une formation spécifique sur ce sujet. Donc on a vraiment dans notre banette ce travail de monter en compétence sur des thématiques, y compris émergentes, auprès des usagers du système de santé. D'ailleurs, ça pourrait se faire en partenariat avec des professions de soins.
parce qu'on sait très bien que finalement, être formé avec un professionnel, c'est aussi la garantie de pouvoir échanger. Hein. L'usager a ses savoirs expérientiels, confronté au vécu des savoirs scientifiques des professionnels de santé. Et puis, il y a la banette des établissements et des pouvoirs publics, j'en parlais au début. C'est-à-dire qu'il faut pas... il faut défrayer l'usager qui se déplace, il faut s'adapter à ces contraintes. Et on n'a pas beaucoup quand même de jeunes actifs dans les représentants des usagers. Hein. Et donc, comment on fait pour impliquer un représentant des usagers qui est jeune actif et qui travaille par ailleurs ? Ben ça, c'est une vraie question. La question du statut, est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on ne va pas plus loin ? Et comment est-ce qu'on favorise cette participation ? Et puis, il y a la question aussi de jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire que c'est postural, c'est-à-dire qu'il faut accepter le regard de l'usager, c'est accepter aussi qu'il y ait parfois un désaccord. Et ça, on voit que dans certains des établissements, ça marche très bien et que les directions hospitalières jouent vraiment le jeu de la démocratie en santé. Et on voit dans d'autres établissements, c'est plus compliqué. Et donc, voilà. Et puis, je pense, je parle devant Monsieur Jacques Lucas, je pense que les outils numériques vont nous aider à mieux former ces représentants des usagers. On est en train de développer des MOOC, on est en train de développer des modules e-learning de formation. C'est l'avenir, évidemment. Et on pourra développer ces compétences et animer des communautés virtuelles de représentants des usagers qu'avec des outils digitaux. Et donc, l'avenir de la représentation des usagers, il est intimement lié, je pense, au numérique en santé également. Merci beaucoup. Et le chat a continué à nous amener beaucoup de remarques. Et je pense que ça sera intéressant aussi dans les actes du colloque. C'est que pour les infirmiers, quand la parole des infirmiers et des usagers sera prise en compte par les ARS et dans les instances, nous aurons une vraie démocratie en santé. Monsieur le Président, pouvez-vous conclure nos travaux sur cette table ronde ? Je vais enlever le masque quand même. C'est très très difficile de conclure puisque finalement j'ai juste à faire le résumé de ce qui a été dit. Conclure d'abord, la journée va continuer et puis tout ce qui a été dit finalement c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on a apporté depuis un petit moment, depuis ces 3-4 dernières années. Le Conseil de l'Ordre est très actif sur tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Moi, je voulais remercier déjà tous les intervenants qui sont venus parce que ça fait du bien quand même de ne pas se retrouver à travers un écran à plat et finalement des fois laisser un décor flouté derrière soi et pas être là dans l'interaction. Je trouve que c'est vraiment bien et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié parce que beaucoup ont donné de leur temps. C'est plus difficile finalement de venir, de se déplacer. Et je voulais vraiment remercier, Christophe Bouillon est obligé de partir, mais vraiment le remercier pour les paroles et tout ce qu'il a dit. Et ceux qui étaient à distance aussi n'ont pas pu résoudre ces contraintes-là, mais vraiment les remercier. Parce qu'on voit bien que la priorité du système de santé, sa sauvegarde ou sa réforme, ou des états généraux, je ne sais pas quel est le bon terme, mais comment on va faire pour y arriver. En tout cas, il y a plusieurs questions, et Yves Doutrillo l'a bien dit. Ça reste très centralisé, très jacobin, très parisien. Et le centre de gravité de la décision, on l'a bien vu, nous, avec les infirmiers, ça s'est joué en proximité, la distribution de masques, l'organisation plus récemment des centres de vaccination, ça s'est joué avec les instances locales, ça a été rappelé. Et c'est vrai que ce point de gravité devrait être conservé. Je ne sais pas comment ça se fera plus tard, mais c'est une réalité. Ça a été abordé qu'une seule fois. Pour le coup, on a parlé d'argent. Moi, c'est pas trop le truc de l'ordre, mais on voit bien depuis 2 ans qu'on parle de plus en plus de responsabilité populationnelle et on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur cette... ça sera abordé plus tard puisque... il y aura une table ronde un peu autour de ça sur One Health, finalement, qui résume tout ça et qui va le porter complètement. En tout cas, tous nos intervenants ont plaidé pour une augmentation, pour un renforcement et une refonte des compétences infirmières pour les développer plus encore de façon à permettre que ça soit au service des usagers. La Cour des comptes a bien entendu souligné dans son dernier rapport, l'année dernière, sur l'exercice de l'année dernière, le rôle et la place des infirmiers tout au long de la pandémie avec une forte mobilisation. Moi, je tenais à saluer quand même les propos de France Assos Santé, puisque avec Gérard Raymond, on était dans une certaine difficulté pour obtenir la vaccination pour les infirmiers directement. Et c'est vrai qu'on a réussi, grâce à une tribune
finalement, une semaine après, à obtenir un décret qui a permis aux infirmiers de vacciner en toute autonomie, mais il a fallu quand même s'associer aux usagers, que nous sommes tous malheureusement aussi en puissance pour pouvoir engager un bras de fer et finalement obtenir ça. Et moi, je ne peux que souligner quand même que les infirmiers sont pas les premiers vaccinateurs, puisque ça demande de la logistique, ça demande beaucoup de difficultés, mais on voit bien que les infirmiers apportent largement leur rôle dans le centre de vaccination, dans la vaccination au cabinet et dans le aller vers. Et ça c'est vrai que sans ce décret-là, sans cet appui très fortement documenté et au travers une prise de parole publique avec Gérard Raymond, je pense qu'on n'en serait pas encore, et que la santé publique et le taux de vaccination actuellement des Français ne peut que se féliciter de cette coaction. Bien entendu, on a lu avec attention les 20 propositions de France Asso Santé, et on s'y reconnaît tout à fait, puisque ça recoupe largement tout ce que nous avons porté, mais tout autant que ce qu'a porté à la fois les petits maires de France, l'Association des petites villes de France, que la région Aquitaine, par la voix de François Janson, où plus de démocratie, plus d'évolution des infirmiers, une meilleure formation, une proximité, un développement des compétences, de façon à ne pas remplacer le médecin, parce que ça, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment, est-ce que le premier recours ne devrait pas être fait aux infirmiers, être apporté, être donné aux infirmiers? La question de la prescription, de la primo-prescription, qu'on a réussi à lever dans le PLFSS. Et puis, bon, moi, j'ai pas employé ce terme-là, mais on a bien entendu la question de la régulation qui est sur la table, qui va être défendue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, et moi je ne dis pas qu'il faut, les infirmiers vont remplacer les médecins, mais peuvent assurer par leur répartition beaucoup de soins qui pourraient désengorger les hôpitaux. Et ça, c'est vraiment le sens de la consultation, d'une des dernières consultations qu'on a menées en janvier, le 14 janvier pour être précis, sur le rôle et la place que voient les 60 000 infirmiers qui nous ont répondu sur améliorer l'accès aux soins pour tous sur le territoire. Les infirmiers sont très favorables. Réformer le parcours patient à la française avec plus d'infirmiers justement pour le faire. Les déserts médicaux et les ratios aussi pour les prises en charge, un peu pour le versant hospitalier, et l'évaluation des soins par les usagers, de façon à ce qu'on puisse améliorer, être dans une démarche constante de certification et de recertification. Voilà. En tout cas, nous, on veut peser auprès des pouvoirs publics, remettre l'usager au cœur du système de santé pour un égal accès et une garantie d'accès aux soins de qualité, avec appuyé sur des compétences, les compétences des professionnels que nous sommes tout au long de la vie, qui nous formés à l'université. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a été unanimement reconnu, appelé de nos voeux, appelé des voeux des usagers. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une synergie et une communauté d'esprit là-dessus. Et donc, c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à la prochaine table ronde, et je vous cède la parole pour l'annoncer et dire merci encore une fois à nos intervenants à distance et en présentiel, et appeler les participants pour la prochaine.